Vous parliez de colère, écoutez la colère des agriculteurs, écoutez Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA, éleveur dans le Grand Est, qui a réagi ce matin au courrier du Premier ministre envoyé vendredi soir au syndicat agricole. Nous sommes déçus et nous demandons au Premier ministre de revoir sa copie parce qu'effectivement, il y a un enjeu assez marqué sur l'échéance de la future politique agricole commune où on a martelé au Premier ministre que dans l'Union européenne, la France c'est le premier pays agricole. Manifestement, les politiques français ne sont pas à la manœuvre pour défendre les paysans français. Il manque tous les sujets autour de l'indemnisation des animaux bloqués dans le cadre de la vaccination aujourd'hui. Et donc ce courrier, on a fait notre réponse avec tous ces éléments-là, conjoncturels, le structurel, et il faut une véritable ambition pour que l'agriculture française redevienne un pilier stratégique de la nation. 3 hivers, 3 mobilisations, 2023, 2024, 2025. Si on exclut un tout petit peu là les raisons particulières de cette colère agricole en ce moment, notamment la dermatose ou le Mercosur, si on prend un tout petit peu plus de hauteur, a-t-on une vision claire de l'agriculture française aujourd'hui, de ce qu'on l'on veut? Et est-ce que ce n'est pas là le problème? Il semble le dire, Hervé Lapie, dans le son que l'on vient d'écouter dans sa déclaration. Finalement, les agriculteurs, ils sont peut-être perdus entre, on leur demande d'être compétitifs, on leur demande d'avoir une taille familiale, on leur demande aussi et ils croulent sous les contraintes écologiques et environnementales. Peut-être qu'on demande trop de choses sans avoir une vision claire. Thomas Bonnet. Oui, et en plus, on ne va pas demander à Sébastien Lecornu, englué dans les questions et les débats budgétaires, qui de son propre aveu dit qu'il est le Premier ministre le plus faible de la Ve République, de répondre par un courrier en une après-midi sur quelle orientation pour la politique agricole de la France sur les 40 prochaines années. Évidemment qu'il n'est pas en mesure de le faire. Mais est-ce qu'il faudrait le faire quand même? Mais bien sûr qu'il faudrait le faire. Alors après, le problème, c'est que vous avez plusieurs problèmes. D'abord, il y a plusieurs types d'agriculture, évidemment. Et donc, les éleveurs, aujourd'hui, on a bien compris que c'était les parents pauvres de l'accord sur le Mercosur, parce que d'autres filières vont à l'inverse en profiter. Oui. En revanche, pour les éleveurs, évidemment, ce sera très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les éleveurs? Ça, c'est une véritable question politique. Et ce que je constate, c'est que partout, quasiment dans tous les partis politiques, il y a un double discours entre ce qu'on essaye de faire croire, de dire aux agriculteurs, et puis ce qui se passe dans la réalité. La réalité, ce sont les votes au Parlement européen, où la droite, par exemple, est alliée au PPE d'Ursula von der Leyen, où Emmanuel Macron dit au Brésil qu'il est pour le Mercosur, dit à Bruxelles autre chose. Vous voyez, ce double discours, ça devient inaudible pour les agriculteurs. Ils ont besoin qu'on leur explique, et ils ont l'impression, à mon avis, à juste titre, d'être un peu les sacrifiés de la mondialisation vantée par une grande partie de notre échiquier politique. Ce discours-là, ça fait longtemps qu'on l'entend. Oui, mais Sacrifier la mobilisation. sauf que là, ça fait depuis 40 ans, disons, qu'il y a cette marche forcée, et les agriculteurs se réduisent d'année en année. Ils veulent continuer à exister, pardonnez-les, ils ont envie de continuer à faire vivre leurs troupeaux comme ils faisaient vivre, comme leurs ancêtres le faisaient. Moi, je pense que ça se défend. Je pense qu'il faudrait justement pouvoir leur permettre de le faire. Mais ils n'arrivent pas à se faire entendre, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un dialogue impossible, justement. Parce qu'il y a d'autres intérêts, d'autres côtés, qui sont, à mon avis, aussi soutenus par des lobbies, notamment au Parlement européen. Moi, je trouve tout au contraire qu'ils arrivent à se faire entendre et que les paysans, les ploucs, pour reprendre les expressions que l'on peut entendre dans les milieux parisiens, sont à l'avant-garde précisément de cette révolution conservatrice. Vous avez raison de dire qu'en effet, l'agriculture a été sacrifiée depuis 40 ans sur l'autel du mondialisme, et l'on s'est dit qu'effectivement la souveraineté alimentaire, comme toutes les autres souverainetés, même industrielles, n'avait plus d'intérêt dans une sorte de grand marché de libre-échange, et on se rend compte aujourd'hui que ça a été une erreur de jugement, qu'aujourd'hui vous avez partout en Europe, partout en France, partout dans le monde, un retour aux frontières et aux nations et aux peuples naturellement, et les agriculteurs, qui ne représentent que maintenant 1,5% de la population, fédèrent une grande majorité de Français qui, comme eux, ne veulent pas disparaître. Et c'est ceci qui apparaît au-delà de leur combat. C'est un véritable combat existentiel qui est mené par cette France que j'ai appelée la France des oubliés, la France des invisibles, la France ordinaire. Dans le fond, cette France qui, en effet, n'apparaissait plus dans les radars des politiques qui étaient obnubilés par Davos, par Soros et tous ces mots en os, si je puis dire, pardon, et qui aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui que tous ces peuples-là, qui ont été donc vulnérabilisés par une mondialisation impensée et par une immigration qui allait de pair naturellement avec un sans frontiérisme, et que toute cette population se réveille en colère, et cette colère des paysans, en l'occurrence, même si elle est minoritaire en nombre, est très majoritaire, me semble-t-il, dans les esprits français. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention aux répercussions politiques. D'ailleurs, le gouvernement fait très attention à ces répercussions politiques, bien sûr, parce qu'au-delà de cette colère-là, c'est une colère qui pourrait rejoindre notamment la colère même des gendarmes. On a vu que des agriculteurs se sont mis à genoux devant des gendarmes pour dire qu'ils étaient
du même bord, même si je bord, puis oui. dire, et qu'ils défendaient la même cause. Et l'on peut imaginer, peut-être dans des situations tendues, que certaines forces de l'ordre ne refusent effectivement d'avoir à répondre à des assauts trop brutaux, par exemple. Je prends cet exemple-là parce que j'ai l'image Mm. de ces agriculteurs qui chantent la Marseillaise devant des gendarmes en se mettant à genoux. Donc il y a quelque chose de très important de l'ordre d'un phénomène révolutionnaire, de mon point de vue. J'insiste là-dessus. Je pense qu'on vit vraiment la fin d'une époque à tout point de vue, au point de vue politique, mais au point de vue sociologique, au point de vue environnemental, et que ceci est prévu, donne à ce qu'on avait appelé la France moisie. Vous vous souvenez, Solaire avait parlé de la Mm. France moisie d'une manière très dédaigneuse, en parlant justement de cela, en parlant de ces agriculteurs, de ces provinciaux-là. C'est cette France moisie qui est en train d'ouvrir la voie à, me semble-t-il, un nouveau monde. Thomas Bonnet. Oui, après l'ère de la mondialisation, c'est un peu l'ère de la souveraineté, le retour à Ouais. la souveraineté. Et d'ailleurs, je note avec ironie que l'intitulé du ministère de l'Agriculture, c'est Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et en fait, c'est là toute la question. C'est-à-dire que quand vous êtes à la tête d'un pays comme la France, vous avez normalement la nécessité de décider quels sont les secteurs qui sont souverains. Et il se trouve que, à mon sens, l'alimentation en fait partie. Et je pense qu'il est important qu'on conserve sur notre territoire ceux qui nous nourrissent chaque jour, avec les normes que nous avons choisies, avec les codes, les valeurs, les traditions que nous avons choisies. Ce qui est vrai pour l'agriculture, d'ailleurs, est vrai pour tout un autre tas de secteurs qui font moins de bruit, qui sont moins mobilisateurs, mais dans les secteurs de la santé, de l'industrie, de l'armement, vous avez tout un tas de secteurs là aussi qui participent à notre souveraineté et qui sont bradés malheureusement trop souvent. Un mot très court. Et là Yvan. encore, on voit Macron essayer de corriger une autre posture, une autre de ses erreurs, qui est effectivement d'avoir décidé que les souverainistes n'étaient pas crédibles. Et aujourd'hui, à travers son refus qu'il a du Mercosur, qu'il a accepté auparavant parce que ça répondait à son libre-échangisme, il se rend compte aujourd'hui qu'il s'est trompé et qu'il essaye maintenant de défendre la souveraineté agricole, mais c'est sans doute trop tard pour lui.